Les premières tentatives d'enregistrement du son sur un ruban magnétique qui remplaçait le fil d'acier ont été réussies par la société allemande AEG dès 1928. À l'époque, la télévision n'en était qu'à ses premiers balbutiements et c'est seulement au printemps 1956 que la société américaine Ampex présente le VR1000, un véritable mastodonte à tube bien sûr, qui permettait d'enregistrer 16 minutes d'images noir et blanc sur un ruban de 2 pouces de large. La première machine couleur, réalisée conjointement par Ampex et RCA, apparaît en 1957. Machines que leur poids et leur prix destinent exclusivement aux activités des chaînes de télévision. 50 000 $, sans compter que pour bien faire, il en faut au minimum 2. Si enregistrer un signal sonore de 15 ou 20 000 Hz sur un ruban défilant linéairement à 19 ou 38 cm par seconde est relativement simple, enregistrer un signal vidéo 50 fois plus dense semble impossible. Comme une image TV analogique est composée selon les systèmes de 425 à 819 lignes, les ingénieurs ont imaginé de copier ce système en enregistrant le signal ligne par ligne à l'aide de têtes rotatives qui tournent à 15 000 tours par minute sur des pistes perpendiculaires au ruban. Une piste supérieure et une piste inférieure s'occupant d'enregistrer le son et les tops de synchronisation des lignes. C'est en 1959 que la société japonaise Toshiba révolutionne la technique en inventant le balayage hélicoïdal, rapidement dépassé par Philips, qui sort en 1964 une machine sur bande demi-pouce accessible aux usages dits institutionnels, notamment d'autovision pour les sportifs, les artistes, les orateurs et les activistes politiques. Sony, Toshiba, National Panasonic se lancent également dans cette bataille avec divers modèles fixes ou portables, comme le porte-à-pack. Ces appareils sont néanmoins un peu difficiles à charger. Heureusement, en 1971, Sony introduit un système à cassette professionnel en couleur, Lumatic, que l'on retrouvera rapidement adapté en version portable pour les usages de presse. Très logiquement, des machines de montage apparaissent, montage qui se fait encore par copie, ce qui entraîne une perte de qualité à chaque génération. Outre la résolution du problème de chargement autour des têtes vidéo-rotatives, la cassette facilite l'archivage et possède une languette de protection contre l'effacement accidentel. La cassette VCR grand public de Philips, également en couleur, apparaît en 1972, offrant une autonomie de 45 minutes, mais elle ne séduira guère le public privé. Akai, de son côté, joue cavalier seul avec une gamme d'appareils sur bande 1/4 de pouce noir et blanc, pouvant à la rigueur se contenter d'une bonne bande magnétique audio. Un premier modèle portable sort en 1967, il sera complété plus tard par une machine fixe à grande bobine et offrira la couleur en 1974. C'est vers 1978-79 que l'enregistreur vidéo peut enfin faire son entrée dans les salons de la classe moyenne européenne avec l'arrivée du VHS de JVC, Sharp et National Panasonic et du Betamax de Sony, en offrant de longues durées d'enregistrement en couleur compatibles avec la durée des films et émissions des chaînes de télévision. Surtout, ces appareils répondent enfin aux demandes des ménages. Enregistrer films et émissions proposés par les chaînes TV. Très rapidement, des ensembles caméras enregistreurs portables font leur apparition, couplés à des tuners programmateurs séparés pour servir aussi bien au salon que sur le terrain. Malheureusement, seuls Sony et Sanyo fabriquent le Betamax, et donc les éditeurs de médias préfèrent publier en format VHS, compromettant le format Betamax, pourtant techniquement supérieur, mais dont la production s'arrêtera en 1985. De nombreuses boutiques de location, les fameux vidéoclubs, apparaissent dans nos villes. Parallèlement, les efforts de Philips et Grundig pour proposer le format V2000 entre 1978 et 1983 arriveront trop tard.
notamment à cause de la popularité du système VHS qui avait rapidement conquis le domaine de l'édition. C'est en 1983 que Sony a l'idée d'associer une caméra et un enregistreur Betamax dans un seul appareil portable à l'épaule, à l'instar des caméras 16 mm argentiques de reportage, le Betamovie. Le premier caméscope est né. Bien évidemment, les fabricants du VHS ne tardent pas à répliquer avec une cassette plus compacte, le VHS-C, qui peut néanmoins être lu dans les appareils de salon. Un progrès important est franchi par Sony, qui est le premier fabricant à s'affranchir des tubes images, fragiles, encombrants, gourmands en énergie, peu sensibles, affectés d'un gênant effet de mémoire, en proposant au grand public un premier modèle de caméscope à capteur CCD, le BMC 100P, qui enregistre sur cassette Betamax, suivi en 1985 par le Handycam CCD M8, qui introduit une cassette beaucoup plus petite, le Vidéo 8. Pour rendre cet exploit possible, Sony abandonne la bonne vieille couche d'oxyde de fer déposée mécaniquement sur le ruban pour une technologie où le métal est déposé sur la bande par évaporation sous vide. La petite taille des capteurs CCD et CMOS permettra également de réduire la taille des objectifs, ce qui permettra de réduire la taille de la caméra et son prix. Parallèlement, l'électronique se miniaturise avec l'apparition de circuits intégrés dédiés, de microprocesseurs, de composants montés en surface et de circuits multicouches. Les batteries, quant à elles, passeront d'un bon kilo à moins de 50 grammes. À partir de 1987, JVC et Panasonic proposent dans les boîtiers VHS le format SVHS qui fait passer la définition à 400 lignes au lieu de 240. Les caméras commencent à intégrer des possibilités de montage. Mais nous sommes toujours dans l'enregistrement analogique qui se dérègle, supporte mal les copies successives et pâlit avec le temps. Si les caméscopes sont maintenant compacts et relativement abordables, il reste néanmoins un pas à franchir. Passer de l'enregistrement analogique au numérique, plus stable, qui supporte vraiment les copies successives. Le compact disque audio est sorti en 1983 et le DVD vidéo doit encore attendre 1998 avant d'arriver en Europe. Les ordinateurs, quant à eux, restent encore cantonnés à des applications sérieuses, peu gourmandes en matière de mémoire. En effet, en 1986, un disque dur de 40 MB, coûtant près de $1000, aurait juste permis d'enregistrer quelques dizaines de secondes d'images. Le passage au numérique constitue le progrès dont la vidéo avait besoin. Si la copie analogique génère une perte de netteté et une augmentation du bruit de fond à chaque génération, copier une série de chiffres supporte de nombreuses copies sans altération. La technique connue par les ingénieurs du son depuis les années 70, devenue courante à l'apparition du CD, consiste à découper le signal en une multitude de tranches très courtes, environ 48 000 fois par seconde pour l'audio, et de convertir la valeur de chaque petite tranche en valeur numérique. On n'enregistrera donc plus un signal, mais une suite de chiffres, tâche que les ordinateurs effectuent parfaitement. Il fallut donc attendre 1995 pour voir apparaître les premiers caméscopes à cassette mini-DV. Le montage par ordinateur pour les particuliers allait donc pouvoir s'épanouir. Il va falloir quand même attendre un peu pour s'adonner au montage tel que nous le connaissons maintenant. Windows 95 vient à peine de sortir et les disques durs sont encore trop petits, aux alentours de 2 GB. Vers 1999, le format 16:9 arrive, mais en format anamorphosé. Permise par les nouveaux écrans plats, la haute définition en 720 lignes arrive vers 2003. On avait déjà du mal à en faire 400 en SVHS. Et vers 2005, la HD, 1080 lignes. Quelques étapes d'un succès relatif, comme le Digital 8 en 1999, rétrocompatible avec les anciennes cassettes 8 mm, et le très peu commode enregistrement sur DVD et DVD compact des années 2000 ont vu le jour sans faire courir les foules. Entre-temps, certains constructeurs avaient équipé leurs appareils de mémoire interne puissante ou de disques durs. Déjà, une nouvelle venue pointait le bout de son nez,
la carte mémoire. Certes modeste, comme le MemoStick de Sony, et enfin la carte SD que nous connaissons maintenant. Elle apparaît vers 2006, modeste d'abord avec 1 à 8 GB, pour atteindre des capacités phénoménales après 2020. Les caméras professionnelles utilisaient quant à elles les cartes P2, horriblement chères. Le montage par ordinateur sur des disques durs de plusieurs centaines de gigabytes devient une réalité quotidienne, accessible à de nombreux consommateurs. Grâce à la capacité énorme des cartes mémoire et l'évolution des capteurs CCD ou MOS, la haute définition fait son entrée dans les caméscopes grand public. En 720 lignes vers 2004, Full HD, c'est-à-dire 1080 lignes vers 2010, pour arriver à la 4K, c'est-à-dire 2160 lignes, qu'acceptent nos TV à écran plat actuels. Certaines caméras professionnelles filment en 6 ou 8K, ce qui permet le recadrage en post-production. Et bien sûr, depuis le début du XXIe siècle, amateurs et professionnels peuvent publier leurs vidéos sur Internet afin de les faire voir à leurs amis ou au monde entier. Et voilà comment, en 70 ans, nous sommes passés d'imposants monstres hors de prix, réservés aux chaînes de télévision, à de petits appareils 100 fois plus performants, à portée de toutes les bourses, et comment, en 50 ans, les amateurs ont pu passer du noir et blanc pour riches costauds à des caméras que l'on retrouve partout, sous l'eau, dans les airs, à bord de drones ou sur les casques des parachutistes, dans des équipements miniatures stabilisés ou cachés dans des lunettes, et bien sûr, dans les téléphones portables aux possibilités ahurissantes. Tout le monde filme, toujours et partout, à telle enseigne qu'il devient difficile de ne pas être filmé.